Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la série Interview des auteurs, une série dédiée aux études françaises publiées dans de grandes revues internationales. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le professeur Antoine Roquilly pour son étude intitulée Sepsis-Trained Macrophages Promote Antitumoral Tissue Resonance T-Cells, publiée en avril 2024 dans la prestigieuse revue Nature Immunology. Professeur Roquilly, merci de vous prêter à cet exercice pour votre étude. C'est une étude de recherche fondamentale qui laisse entrevoir que, suite à un sepsis, la réponse immune de l'hôte est modifiée et pourrait protéger l'individu face à l'apparition d'un cancer. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à travailler sur cette thématique précise ? Bonjour Fanny, merci de cette invitation à discuter cette étude et merci au comité de réanimation de l'ASFAR d'avoir sélectionné ce travail pour ce podcast. Ce travail et cette thématique, c'est en fait le fruit d'une dizaine d'années d'études. L'intérêt pour la question des pneumonies et du sepsis respiratoire est né en fait durant mon internat et au début de mon clinica quand en travaillant en réanimation, je me suis rendu compte, comme beaucoup de cliniciens, que c'était des complications relativement fréquentes qui avaient un impact pour nos patients relativement important. Il y a des durées de ventilation prolongées et des patients qui fréquemment ne guérissent pas complètement. Donc les prises en charge habituelles me semblaient un grand nombre insuffisantes. Et donc avec le soutien de mon équipe de recherche, on a commencé à essayer de comprendre les mécanismes qui pouvaient expliquer pourquoi ces infections respiratoires étaient si fréquentes chez nos patients. On s'est intéressé plus particulièrement à la réponse immunitaire pour un intérêt personnel scientifique. C'était une thématique qui, moi, m'intéressait. Et avec l'idée que l'approche toute antibiotique et uniquement basée sur la bactériologie ne permettrait pas complètement de régler tous les problèmes. Et donc, au cours de ces premiers travaux, on a pu étudier la réponse immunitaire et notamment des modifications au cours des infections respiratoires. Et dans tout ce type de travaux, il est toujours important de voir ce qui se passe avant, pendant et après la réponse. Et ce qui nous a beaucoup surpris quand on a travaillé sur ce sujet dans nos premières études, c'est qu'on voyait évidemment des modifications très importantes du système immunitaire du fait de l'hospitalisation en réanimation pendant les infections. Et quand on s'intéressait au suivi sur les premières semaines des patients, après leur infection, on s'attendait à un retour en baseline, à une normalisation de leur système immunitaire. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on a observé, puisque dans nos premiers travaux, après quelques mois, on se rendait compte que le système immunitaire restait très perturbé. Et ça, c'était une question qui nous a beaucoup interrogés parce que on observait des modifications du système immunitaire dont on pensait qu'elles jouaient un rôle sur des complications respiratoires infectieuses et qui perduraient dans le temps, même chez des patients qui finalement cliniquement semblaient avoir un bon devenir. Ils sortaient de la réanimation puis de l'hôpital, retournaient chez eux et quand on les voyait 6 mois plus tard, leur système immunitaire n'était pas corrigé. Donc, on s'est demandé, suite à ça, quel était l'impact pour ces patients d'avoir eu une modification prolongée du système immunitaire. Et on a mis l'hypothèse qu'un des critères qui pourrait être intéressant, c'est de regarder le risque en termes de contrôle immunitaire du cancer, puisqu'on sait que c'est un outcome extrêmement fréquent, extrêmement sévère pour les patients qui développent de telles complications, et que c'était justement un read-out, un critère en dehors du sepsis qui nous changeait justement et qui diminuait le risque de considérer que c'était des patients immunodéprimés ou sensibles aux infections puisqu'ils en avaient déjà fait une. On a choisi d'étudier un autre critère. Donc, ce qui nous a vraiment poussé à étudier cette question, c'est l'intérêt pour cette pathologie fréquente pour nos patients et la suite de nos premiers travaux qui avaient montré cette absence de récupération du système immunitaire à très long terme. Merci beaucoup pour votre réponse. On l'a bien compris, c'est le fruit du travail de toute une équipe de recherche et de plusieurs années de travail. Alors comment finance-t-on un tel projet de recherche ? Donc, de fait, il faut avoir la capacité sur du long terme de financer des compétences extrêmement complémentaires et complexes. On a une nécessité d'avoir des médecins, des techniciens de recherche qui colligent des données. On a aussi la nécessité de pouvoir développer des analyses de recherche fondamentales sur échantillons de patients, donc prélevés, analysés avec des analyses coûteuses. Et puis, quand on veut tester les hypothèses et démontrer une causalité, développer et tester dans des modèles
animaux, les mécanismes physiopathologiques qu'on a proposés en recherche clinique. Donc cette recherche, elle est finalement, elle se fait à différents niveaux. Il faut des financements de recherche clinique qui se fait habituellement auprès de la DGOS et par des recherches de PHRC. On a aussi la recherche fondamentale qui est financée par des ANR, mais finalement pour des projets aussi conséquents et aussi importants, des financements européens, type les projets Horizon Europe, qui peuvent permettre de financer des appels d'offres transversaux, donc avec de la recherche clinique et humaine. Le fait que ça soit une thématique qui se développe sur une dizaine d'années au sein de l'équipe permet en fait, au cadre de projets financés, de générer des hypothèses préliminaires. Et c'est en fait dans nos premiers travaux où on a vu un impact à long terme sur le système immunitaire qu'on a pu faire émerger cette étude. Donc l'hypothèse était déjà financée par cette première série de financements académiques qu'on a pu chercher. Grâce à ça, quand on a pu émettre l'hypothèse d'un lien entre cette modification du système immunitaire post-sepsis et le risque de cancer, on a pu aller chercher à ce moment-là des financements plus spécifiques liés à des appels d'offres en rapport avec le cancer, puisque les appels d'offres en général dans la thématique cancer ont des appels d'offres spécifiques dédiés. Et on a eu la chance, avec le docteur Broquet, de mon équipe à l'Université de Nantes, d'obtenir des financements par l'Institut national de recherche contre le cancer, donc l'INCa, mais aussi par des associations type la Ligue contre le cancer Grand Ouest, qui a cofinancé ce projet, ce qui a permis de développer les différentes compétences nécessaires à mener à bien ce projet, puisqu'on cherchait à avoir à la fois une preuve et une compréhension du mécanisme chez l'homme, sur des échantillons humains, et de démontrer un mécanisme de recherche. Donc c'est vraiment une part importante de cette activité de recherche qui nécessite des financements complémentaires, puisque aucun type de financement ne couvre l'intégralité de ce type de projet. On voit bien l'importance de la légitimité d'une équipe, des années de recherche pour poser une question précise, avoir des hypothèses. Également, l'importance cruciale de soulever des fonds auprès de différentes institutions et associations pour pouvoir mener à bien tout ce travail. Alors vous avez effectué cette recherche en différentes étapes, avec un premier temps épidémiologique chez l'homme, puis différentes étapes chez l'animal. Pouvez-vous nous les résumer et nous donner les principaux résultats de votre recherche? Oui, donc au début du projet, en fait, on savait juste que les patients avaient une modification du système immunitaire et on ne savait pas si c'était des caractéristiques d'immunodépression ou d'un système immunitaire qui était finalement entraîné et plus compétent. On aurait pu partir directement sur des modèles animaux pour essayer de démontrer un des mécanismes. On a fait le choix de partir sur des données de vraie vie et d'accéder aux données PMSI, donc c'est les données de tous les patients qui ont un séjour dans un hôpital français, via la clinique des données, qui est une structure du CHU de Nantes, qui est coordonnée par le professeur Pierre-Antoine Gouraud, et qui permet justement de questionner cette base de données, qui permet d'avoir accès à des millions de séjours hospitaliers sur une dizaine d'années. Et on a pu trier, sélectionner les patients, ce qui a été un gros travail pour appareiller entre des patients qui avaient fait un sepsis, donc cette infection très sévère, avec des patients qui n'avaient pas fait sepsis, et on les a appareillés sur le risque de développer un cancer à 10 ans. Dans les 10 ans qui suivent, donc le risque âge, sexe, tabagisme, alcool, niveau socio-économique, aire géographique, etc., pour que on puisse avoir une estimation la plus fiable possible en données de vraie vie du risque de ce sepsis sur le cancer à long terme. Et ça nous a répondu à une question. D'abord, que la question était pertinente, puisqu'on a bien trouvé une différence en termes de risque de cancer. Et ça nous a aussi donné le sens de cette différence, puisqu'on a vu une diminution du risque de cancer chez les patients qui survivaient, qui ont survécu à un sepsis. Et donc, on n'avait pas cette réponse-là. Au départ du projet, on ne savait pas si ça serait une augmentation ou une diminution du risque. Une fois qu'on a un tel résultat, en fait, il y a plein de biais potentiels sur une étude épidémiologique de vraie vie. Ça peut être une simple association sans aucun mécanisme, et ça soit finalement de la chance ou de la chance statistique de trouver cette différence. Et c'est pour ça qu'on a voulu, à ce moment-là, revenir sur un modèle animal pour dire si ce résultat est vrai et robuste, on doit trouver un mécanisme immunologique qui va permettre d'étudier et de comprendre ce mécanisme. Et donc, au sein du CR2TI, qui est une équipe INSERM à l'Université de Nantes, et en partenariat avec le docteur Jérémy Pochmann, qui co-dirige cette équipe,
On a pu générer des hypothèses dans un modèle animal où on a induit un sepsis qui est non létal, puis on a attendu que les souris soient guéries et on a regardé après, plusieurs semaines, quand on les induisait un cancer, leur capacité à développer et à se protéger contre ce cancer. On a pu reproduire ce qui était observé chez l'homme, c'est-à-dire une baisse du risque de cancer sur les animaux qui avaient guéri d'un sepsis. Grâce à des analyses immunologiques de pointe, on a pu décortiquer et observer un nouveau mécanisme immunologique qui est très particulier, qui est une interaction entre des cellules résidentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'origine médulaire, elles ne viennent pas de la moelle osseuse, elles restent dans les tissus et se renouvellent dans les tissus sans contribution de progéniture médulaire. Donc c'est vraiment le tissu périphérique qui apprend au niveau immunitaire, pas uniquement d'apprentissage au niveau central et médulaire. Et donc ces deux cellules qui sont des macrophages et des lymphocytes T, donc qui résident dans les tissus, interagissent entre eux. Les macrophages induisant la résidence des lymphocytes T, qui eux reconnaissent le cancer, et donc quand une cellule tumorale arrive, les nouvelles cellules T qui se développent pour reconnaître et lutter contre ce cancer ne circulent plus dans l'organisme, mais restent au site réellement d'intérêt. Et donc ça a pu être généré, cette hypothèse, elle était non plus, également inconnue, donc c'est par les approches au débit initialement, et puis des manips de validation avec des souris génétiquement modifiées pour bien décortiquer le mécanisme et démontrer un mécanisme plausible de lutte anticancéreux. La dernière étape du projet était de revenir chez l'homme et de se dire ce mécanisme qui a été démontré sur des modèles précliniques, est-ce qu'on est capable de le suggérer et de le retrouver chez l'homme? Donc on a étudié sur des bases de données de patients ayant eu des Covid sévères, donc des sepsis induits par des infections virales, si on était capable de retrouver le début de cette formation, de cette boucle entre ces macrophages et ces lymphocytes T résidents, et oui, on a pu montrer que des patients qui avaient un sepsis induit par le Covid avaient cette signature, alors que des patients qui avaient un Covid peu sévère n'avaient pas cette signature. Ce travail a été fait en parallèle de la pandémie Covid. Et donc, on a montré que oui, il était plausible que chez l'être humain aussi, on ait cette signature. Et le dernier temps a été d'aller là sur des patients qui ont un cancer et de se dire, cette signature, elle existe probablement, elle est induite par l'histoire de votre vie, vous avez probablement tous fait des infections quand vous étiez petit, etc. Donc, vous avez un peu cet apprentissage dans différents niveaux. Et on a pu observer que chez les patients qui ont un cancer, la richesse de cette signature était associée à la survie, c'est-à-dire que les patients qui avaient un cancer pulmonaire, un cancer digestif ORL ou une tumeur, un cancer cutané, riche dans cette signature macrophage lymphocyte T résident, avaient une meilleure espérance de vie que des patients ayant un cancer n'ayant pas cette signature. Donc, en partant d'une donnée ouverte, d'une question ouverte, on a généré une hypothèse robuste sur cette clinique de données, ces données épidémiologiques nationales. Dans des modèles expérimentaux, on a pu découvrir et démontrer un mécanisme physiopathologique plausible. Et finalement, on est revenu chez l'homme pour démontrer que ce mécanisme existait, même si existait, était bien associé à un meilleur devenir chez les patients cancéreux. Au final, est-ce qu'on peut penser que ce mécanisme est le même que les patients développent un sepsis viral ou un sepsis bactérien? Donc, sur la partie cohorte humaine, on n'avait pas les moyens simples de répondre à cette question-là. Ce qu'on a pu démontrer sur des données préliminaires, c'est que cette reprogramming, cette modification à long terme du système immunitaire a été observée aussi bien sur des infections bactériennes que sur des infections virales type grippe dans des modèles animaux. Et cette signature, on l'a observée chez l'homme sur des patients ayant un Covid sévère en réanimation. Donc oui, on pense que ce mécanisme il est présent aussi bien dans les infections virales que bactériennes. Par contre, un des travaux qu'on a fait, des résultats qu'on a eu dans ce travail, c'est de regarder l'impact d'une inflammation systémique induite par un traumatisme ou une chirurgie. Et là, on n'a pas cet effet bénéfique sur le système immunitaire puisqu'on n'avait pas de protection du risque tumoral si vous avez une défense d'organes induite par l'immunité en post-traumatique. Là, vous n'avez pas ce bénéfice en termes de réduction du risque de cancer. Donc, c'est quelque chose qui est probablement commun à beaucoup de types d'infections sévères, mais il faut une part infectieuse pour induire cet apprentissage. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, une telle publication, c'est le fruit de près de 10 années de recherche. Quelles difficultés avez-vous rencontrées tout au long de votre travail?
Une des premières difficultés, on en a déjà un petit peu parlé, c'est le côté financement, où en fait c'est justement parce qu'on a finalement cette ligne sur du long terme qu'on finit par obtenir des financements, parce qu'on génère des données, on peut dire préliminaires, mais qui finissent par avec une grande quantité de données. Donc quand on va chercher des financements complémentaires, on a plus de chances de les avoir parce qu'on a déjà démontré la pertinence, la robustesse de l'hypothèse. Donc cette recherche de financement, elle est commune à tout projet de recherche. La deuxième chose, en tant que médecin anesthésiste réanimateur, la difficulté que j'ai eue, c'était que quand on a construit le projet, il a fallu recueillir et regrouper beaucoup de compétences. La première partie, épidémiologie sur clinique de données, il faut accéder aux données, avoir les bonnes équipes qui sont capables de faire ces analyses. Ce ne sont pas les mêmes équipes que celles qui sont capables de générer une hypothèse sur un modèle préclinique, de faire des analyses multiomiques haut débit sur des modèles animaux. Et donc, il faut recruter des ingénieurs de recherche. Et donc, on a pu avoir, sous la direction de Jérémy Pochman et de Victor Gourin, des analyses justement coordonnées. Mais il faut être capable de parler à ces épidémiologistes, à ces immunologistes, parce que il faut revenir et recentrer la question très régulièrement, parce que dans ce genre d'approche, on peut parfois se perdre. Et donc, il y a un travail de coordination extrêmement important à avoir. Et donc un développement d'outils, parce que finalement, encore une fois, cette cohorte, elle n'existait pas au départ, cette cohorte épidémiologique, ces modèles expérimentaux n'existaient pas, l'accès aux outils n'existait pas, et donc en fait, plus que des difficultés, c'est une succession de challenges, le financement, mettre en place, qu'est-ce qui va être faisable, qu'est-ce qui est techniquement pertinent à développer, et puis ce travail de coordination qui complète des cliniciens, des épidémiologistes, des immunologistes qui sont à coordonner. Et puis après, il y a tout le travail de communication et de diffusion du travail, puisque une publication dans ce niveau de journal est un vrai challenge en soi. Il faut réussir à écrire un article qui parle aux cliniciens, qui se comprennent, qui soit suffisamment robuste et précis pour que des immunologistes comprennent et valident le niveau de preuve, et donc réussir à écrire un texte qui soit compréhensible par une communauté scientifique et médicale extrêmement large. C'est un vrai travail d'écriture qui a été vraiment excitant à faire et qui a été réalisé par tout le groupe d'auteurs de cet article. Merci beaucoup pour votre réponse. Au final, quelle perspective peut-on attendre de ce travail? Quelle est la suite? Alors, il y a plusieurs perspectives. Sur le côté purement recherche, c'est la première fois qu'on démontre que l'entraînement immunitaire se fait également sur du aussi long terme en périphérie, donc indépendamment de la moelle osseuse. Donc, ça ouvre tout un pan nouveau de l'interaction sur les cellules résidentes périphériques. C'est pour ça que cet article a été publié dans une revue en Nature Immunologie, parce que ça ouvre un nouveau champ d'interaction cellulaire qui n'était jusqu'à présent qu'effleuré dans la littérature. Ça démontre aussi des mécanismes qui restent à creuser. Par exemple, les lymphocytes T résidents qu'on a pu démontrer et isoler sont très particuliers. Ils ont un phénotype particulier. Leur rôle antitumoral, leur mécanisme, comment ils luttent contre le cancer n'est pas encore parfaitement compris. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement. On essaie dans le laboratoire de l'Université de Nantes comprendre comment ce mécanisme fonctionne au niveau antitumoral. Ça ouvre aussi des perspectives thérapeutiques, puisqu'un des objectifs qu'on a eu, c'est qu'on ne souhaite évidemment pas de développer un sepsis pour diminuer le risque de cancer, mais on a pu reproduire une partie de ce mécanisme par des approches thérapeutiques, donc notamment en injectant des fragments de sucre qui sont issus des levures et ou des algues. Dans notre travail, c'était issu d'algues. On a réussi à reproduire une partie de ce traitement, enfin de cet effet. Donc, on pourrait imaginer de traiter préventivement des patients à fort risque de cancer, qui ont des états de pré-néoplasiques ou qui sont à risque de rechute, les traiter par cette immunothérapie. Mais ça nécessite de passer un grade médicament, cette molécule, et donc on est dans une phase de recherche de financement, justement pour pouvoir affiner cette molécule qui est encore pas complètement précisée en termes de structure du sucre, donc un côté thérapeutique potentiel, et on pense qu'en plus cette thérapeutique pourrait protéger et améliorer le devenir des patients à fort risque de cancer, mais ça aurait probablement aussi un effet chez les patients à fort risque d'infection. Parce que ce mécanisme, il est probablement aussi bénéfique pour mieux répondre aux infections. Et le troisième outcome qui est important, avant-dernier, c'est que ça peut servir de biomarqueur. Je vous disais qu'on a trouvé que cette signature permettait de prédire la réponse au traitement.
et de la survie des patients qui ont un cancer. Et ces lymphocytes T résidents, en fait, ils sont assez proches des lymphocytes T qu'on peut parfois administrer dans certains cancers. Il y a des thérapies cellulaires. On traite des patients qui ont un cancer par des lymphocytes T stimulés in vitro, qu'on leur réinjecte pour leurs propriétés antitumorales. On peut imaginer que ces thérapies, les CAR T-cells, soient encore plus efficaces si on les combine à cette stratégie, puisqu'en fait, ça va augmenter la capacité de ces CAR T-cells très probablement à rester au site du cancer. Donc un dernier objectif thérapeutique important qui pourrait s'associer à ce côté biomarqueur. Alors ce travail est brillant et ces perspectives sont très enthousiasmantes et très pertinentes. On comprend vraiment en quoi le soutien financier pour la recherche en France est si crucial pour pouvoir aider des équipes de recherche comme la vôtre à répondre à des questions si importantes pour la santé publique. Enfin, professeur Roquilly, pour conclure, auriez-vous un petit message à adresser à nos jeunes collègues, je pense en particulier aux internes d'anesthésie-réanimation, qui voudraient faire de la recherche et qui hésitent encore ? Le premier message, c'est que c'est très enthousiasmant, c'est très enrichissant. Quand je détaillais la nécessité de tisser des liens, de coordonner un projet avec des épidémiologistes, des immunologistes, dans mon cas, en fait, c'est extrêmement enrichissant, et de se dire que tous les jours, on va faire quelque chose de différent, d'innovant, voilà, ça donne une réelle motivation, donc il y a un vrai intérêt intellectuel. Je dirais qu'il ne faut pas se censurer sur cette recherche de collaboration sur d'autres spécialités. En pratique, les gens sont toujours ravis de collaborer sur des projets scientifiques multidisciplinarité. La limite, c'est qu'il faut réussir à obtenir des financements. Et en tout cas, dans ce qui a marché dans notre équipe et sur notre projet, c'est d'avoir une ligne de conduite et d'avoir une thématique unique, qui est pour nous les pneumonies sévères, et de suivre cette ligne. Et ça fait boule de neige, on a de plus en plus de données, de plus en plus de collaboration, de plus en plus d'expertise, et on a de plus en plus de financement. Donc c'est vraiment de choisir un thème qui vous plaît pour cette excitation, tenir la ligne pour finir par avoir des financements et une reconnaissance. Et le dernier point, c'est de ne pas se censurer. Moi, je suis anesthésiste réanimateur, je travaille en réanimation chirurgicale, je prends en charge essentiellement des grands brûlés, des traumatisés et des patients de chirurgie lourde. Mais ma compétence en termes d'immunologie, j'ai pu la travailler pendant mon clinica, puis un post-doctorat. Et donc, avec un background d'anesthésiste réanimateur, on peut devenir expert dans des questions pertinentes comme la réponse immune. Et donc, il ne faut pas se censurer. Si vous avez un intérêt pour l'immunologie, l'infectiologie ou même la cancérologie, et qui c'est un rapport avec votre spécialité médicale, il faut y aller, trouver les équipes. Et en tant que médecin, on est toujours très bien accueillis parce qu'on a un regard critique sur notre pathologie, sur nos patients, et puis on a une capacité de travail et de compréhension des phénomènes complexes élevée. Et donc, beaucoup de choses et beaucoup d'interactions, on est vraiment parfaitement accueillis. Le dernier point, c'est que de fait, c'est une charge de travail et qu'il faut concevoir ça comme un vrai temps de travail et pas comme un hobby. Et donc, il faut réussir à se dégager du temps, ce qui est complexe, de façon régulière, parce que ça nécessite évidemment un investissement de temps important, mais qui est de plus en plus reconnu dans nos services et qui peut avoir du temps dédié. Et c'est sur ce sur quoi il faut que les services accompagnent les chercheurs en leur donnant du temps. Et c'est possible. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur et y aller parce que c'est enthousiasmant. Merci beaucoup, professeur Roquilly, et à toute votre équipe. Et encore une fois, bravo pour votre parcours brillant qui est un vrai modèle pour toutes et tous. Chères auditrices et chers auditeurs, retrouvez l'intégralité des podcasts du comité réanimation de l'ASFAR sur toutes les plateformes de podcast et pensez à vous abonner. À bientôt!